Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD du pixel qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Ce sont les fêtes de fin d'année, la ville s'illumine de mille feux, mais cette fois, les néons remplacent les guirlandes, puisqu'on vous emmène du côté de Night City pour parler de Cyberpunk 2077, avec trois belles personnes, ma foi, à commencer par Ariane. Comment ça va, Ariane? Bah ça va très bien, je digère tranquillement ma tartiflette. Calmement, donc un petit dimanche après-midi cosy et ensoleillé, il faut bien dire. Chloé, comment vas-tu? Bah écoute, pour un mois de décembre, on se croirait en septembre, c'est assez agréable, on peut garder les fenêtres ouvertes, sentir le vent frais, boire du thé de Noël, quoi de plus? Un podcast 100% bruit de voiture et bruit de moto à l'horizon, génial. Enfin, Guillaume, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, Karel, effectivement il fait un peu chaud pour la saison, mais bon, je pensais qu'on allait passer du temps dehors sous la neige, mais finalement j'ai passé du temps à jouer à des jeux vidéo, et c'est le sujet dont il est question aujourd'hui. Jeux vidéo effectivement, et puis en plus quelque chose me dit qu'on avait besoin de temps pour en parler, vu le panel d'activités très très large qu'il nous propose, Cyberpunk 2077 donc, dont on va parler avec toi Ariane tout de suite en critique. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Twitch et Twitter, échanger également avec nous sur Discord, que vous ayez joué ou non au jeu, que vous l'attendiez, que vous le redoutiez compte tenu des polémiques sur lesquelles on reviendra après la critique. Écoutez les amis, j'ai envie de dire on est parti. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Cyberpunk 2077, c'est le jeu de fin d'année, celui pour lequel d'autres éditeurs ont décalé leur propre sortie afin d'éviter de voir leur jeu effacé par le train de la hype, et c'est aussi le nouveau chef-d'œuvre, en tout cas le nouveau gros morceau de CD Projekt Red à l'origine de The Witcher. Ouais, comme tu l'as dit, effectivement, c'est le dernier né du studio polonais qui est connu pour cette série-là. C'est aussi et surtout l'aboutissement d'un très long développement qui a commencé il y a 8 ans, très exactement en 2012, donc en parallèle de The Witcher 3, et qui a été marqué notamment par pas mal de changements de date de sortie, assez peu pour qu'on en parle beaucoup et pour que ça devienne carrément un mème. C'est aussi une adaptation, comme The Witcher d'ailleurs, qui était l'adaptation d'une série de livres, en l'occurrence Cyberpunk 2077, c'est tiré d'un jeu de rôle sur table. C'est un nouveau RPG, open world aussi, qui se déroule, comme son nom l'indique, en 2077, dans une dystopie cyberpunk et la ville de Night City. Alors on a donc un monde futuriste avec violence des gangs contre richesse des corporations qui font un peu la loi, bel exemple d'ingérence étatique, et qui n'hésitent pas elles-mêmes à s'imposer à grand renfort de conflits armés et de violence si besoin. Alors c'est un monde aussi où la technologie est évidemment omniprésente, avec par exemple le cyberespace, des implants technologiques qui vont augmenter à peu près tout dans le corps humain, et puis aussi ces netrunners qui sont des pirates informatiques plus si l'on peut dire, qui comme leur nom l'indique, parcourent le cyberespace. C'est un monde aussi, comme je l'ai dit, très dystopique, donc ambiance sexe, violence et pauvreté. Alors contrairement à The Witcher 3, c'est un jeu à la première personne, c'est aussi un jeu solo pour l'instant, pas de multi à l'heure actuelle, et c'est un jeu qui reprend à la fois des codes du RPG et des mécaniques du FPS. Le personnage que l'on incarne, il s'appelle V, c'est un mercenaire. Alors évidemment, on va pouvoir donc le créer et le personnaliser à sa guise avec sa classe. Il y en a 3 différentes. Tout ce qui est apparence physique, sexe, origin story, pareil, 3 origin stories au choix. Et puis compétences, avec plus tard un arbre de compétences qui, ma foi, est assez traditionnel et classique. Première chose à noter, dès la création du personnage, j'ai trouvé qu'on était un petit peu léger sur cette interface de personnalisation. Alors moi j'ai fait beaucoup de RPG, c'est principalement la raison pour laquelle j'ai rejoint Hyperlink à la base, et à titre personnel, j'ai l'impression d'avoir passé sensiblement moins de temps à créer mon personnage que j'ai pu le faire sur d'autres jeux, mais j'ai envie de dire à la limite, soit. À noter quand même que Cyberpunk 2077 a quand même le mérite de s'affranchir de plusieurs choses, et notamment de tout ce qui est genre et binarisme homme-femme, donc on a un jeu qui se veut plus inclusif, même si malheureusement ça n'a pas énormément d'impact sur la suite du jeu. Alors le jeu a été beaucoup comparé à GTA ces derniers temps par quelques personnes. Est-ce qu'il faut le voir du coup comme un GTA-like avec des robots, des néons et toute l'esthétique cyberpunk? Est-ce que finalement c'est qu'une étiquette? Alors évidemment, il ne faut pas le voir comme un GTA-like, sinon on ne poserait pas la question. L'idée pour moi c'est que je comprends pourquoi on fait cette comparaison, je pense qu'elle tournerait vite si on s'obstine à le faire au désavantage pas forcément mérité de Cyberpunk 2077, déjà parce que en soi c'est pas le même type de jeu. Là on a affaire à un RPG, évidemment un RPG d'action mais qui n'a rien à voir avec une formule comme celle de GTA. Alors on fait notamment des parallèles avec le GTA V parce que Cyberpunk 2077 propose lui aussi une grande map urbaine en open world sur laquelle sont donc réparties des quêtes. Ici on a donc une histoire principale qui dure entre 20 et 30 heures à peu près, et puis 2 types de missions secondaires, des quêtes secondaires principalement proposées par des PNJ, et puis des missions occasionnelles qui pop sans arrêt sur la map. C'est par exemple des agressions, des affrontements entre des gangs et la police, ce genre de choses, et c'est là au joueur de voir si il veut intervenir,
s'il veut se mêler un peu à ces affrontements-là, et puis surtout comment il veut intervenir dedans. Ensuite, alors évidemment, le système de combat est pas du tout le même. Rien à voir là avec un jeu comme GTA. On a un système de combat qui est très riche, avec évidemment des armes, bien sûr, il y a des flingues, tout ça, mais on a des armes qui sont très variées. Couteau, il n'y a pas de problème. La mitrailleuse, il y a aussi fusil à pompe, revolver, katana, fusil d'assaut, etc., etc. Et à ça, il faut qu'on ajoute quand même un système qui s'appuie aussi sur un système d'infiltration et de piratage. Alors pour ce qui est de l'infiltration, par exemple, vous pouvez, si vous en avez envie, accomplir l'intégralité d'une mission simplement vous faufilant tranquillement dans les couloirs et tout. Et puis vous avez plusieurs choix. Vous pouvez, par exemple, soit juste vous glisser dans les petits recoins derrière vos ennemis, soit les tuer par derrière et ensuite planquer le corps, soit neutraliser vos adversaires, mais sans les tuer. Vous pouvez aussi juste les étrangler et les mettre dans un coin. L'enjeu étant évidemment que si un ennemi tombe sur un corps, qu'il soit mort ou non, l'alerte est donnée. L'alerte qui peut aussi être donnée si par exemple vous êtes repéré par un ennemi ou par les caméras. Et c'est là que du coup le piratage dont je vous parlais entre en jeu, l'idée c'est qu'il permet notamment de désactiver ces systèmes de surveillance. Vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre KO des adversaires ou même, autre exemple, retourner leur tourelle d'assaut contre eux. Donc pas mal de possibilités en combat, pas mal de possibilités de hack en dehors des combats aussi. Et pour moi ce système là c'est clairement une des réussites du jeu. Ces possibilités d'infiltration, de piratage et d'armes diverses, c'est une réussite, malheureusement contrebalancée par ce qui est au contraire un des très gros ratés de cette sortie, l'IA. Alors on en a beaucoup parlé sur internet, effectivement elle est désastreuse. Petit exemple, si vous choisissez l'infiltration, vous pouvez un peu vous balader tranquillement sous le nez des ennemis, vous allez avoir des flics qui sont très très sensibles aussi. Bon, il y a une montagne d'anecdotes ridicules, moi j'en ai pas mal, mais voilà. Dont Twitter s'est fait la caisse de résonance. Les premières critiques, tu disais, louaient le récit malgré une quête principale relativement courte, plus courte que celle de Witcher 3 par exemple. Alors d'abord je précise quand même que j'ai personnellement pas fini la quête principale. Pour moi la seule vraie façon de jouer un RPG c'est d'ignorer un peu la quête principale et de se perdre dans les missions secondaires et ici les recoins de Night City. Mes regrets viennent surtout du premier arc de l'histoire. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un background du personnage à choisir parmi 3 histoires. Soit vous êtes un nomade, genre un peu Claude du désert à la Mad Max, c'est ce que moi j'ai choisi. Sinon vous pouvez être un gosse des rues, donc vous connaissez déjà bien Night City et ses petites ruelles sordides. Ou alors vous pouvez être issu des corporations et vous êtes un ex-corpo tombé de ce milieu-là d'espionnage industriel et du luxe. Malheureusement, en fait, ce choix-là, initial, a pas beaucoup d'impact sur la suite du jeu. Donc, quel que soit celui que vous choisissez, ça va être un peu pareil pour la suite. Vous allez quand même avoir une brève introduction en fonction de cette origin story. Elle est, je trouve, trop courte. Et je trouve aussi que, fondamentalement, elle apporte pas grand-chose au personnage. À noter quand même qu'elle lui permet de rencontrer un de ses futurs coéquipiers, Jackie, qui, en fait, donc, introduit V à Night City. Du coup, après cette intro, on arrive à Night City et ça aurait pu donner lieu à de belles choses. Notamment, creuser les relations avec ce personnage, avec Jackie, et avec le 3e membre de leur trio, qui s'appelle T-Bug et qui est une Netrunner. Et malheureusement, tout ça, ça se fait sous forme de cutscene un peu BD, et c'est passé à côté d'une belle occasion de se lier avec ces coéquipiers-là, auxquels on a du mal à s'attacher. Moi, je me rappelle que, par exemple, plus tard, j'ai la mère de Jackie au téléphone, et elle m'explique que, en fait, apparemment, je sais pas, j'ai vécu chez eux, ou j'ai été hébergée chez eux, ou un truc comme ça quand je suis arrivée à Night City, et en fait, j'ai jamais vécu ces moments-là. Donc, V est clairement attaché à ses camarades, il l'exprime, il le dit, y a pas de souci, mais par contre, en tant que joueur, on manque beaucoup d'empathie, et on n'arrive pas du tout à se projeter, et on n'arrive pas du tout à se mettre dans les chaussures de notre avatar. Alors tu nous as dit tout à l'heure que le jeu s'inspire d'un jeu de rôle sur plateau. On devine que les développeurs se sont aussi inspirés d'autres univers cyberpunk, notamment Blade Runner. Et du coup, qu'est-ce que ça donne, ce genre remis à la sauce polonaise ? Ça donne qu'il y a du bon et qu'il y a du moins bon. Alors, clairement, Night City, c'est la star du jeu. On a une très belle ville. On a une ville qui est très riche aussi, avec des quartiers qui sont très différents. Sur console, elle est un peu vide de PNJ. C'est un sacrifice à la performance pour que le jeu puisse tourner sur haute gen, notamment. Donc, c'est une ville qui est très belle mais qui s'avère être surtout une jolie coquille vide. Et le cyberpunk tel qu'il est traité dans le jeu, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il est surtout cosmétique. Alors l'arrivée du personnage de Johnny Silverhand, qui est le personnage de Keanu Reeves, dans la quête principale, va augmenter un peu ses enjeux, mais globalement, le cyberpunk à la sauce, c'est des Project Red, et il manque de réflexion politique, il manque de réflexion sociale, et même philosophique. Globalement, moi je l'ai trouvé assez caricatural, ambiance les grosses corpos contre les bas-fonds, avec un punk qui se réduit surtout à de la violence et du sexe à outrance, comme le prouvent les gods que vous allez ramasser globalement à tous les coins de rue, et le cyber, lui, se réduit plutôt à un peu plus de moyens de pratiquer cette violence et ce sexe à outrance, avec par exemple les DS qui sont des danses sensorielles qui permettent de revivre en fait des souvenirs enregistrés plus vrais que vrais, et en fait qui sont finalement utilisés principalement dans les clubs pour une bonne dose de
plaisir charnel. Alors dernier point, on sait que le jeu fait polémique au niveau de ses graphismes sur les consoles de la génération précédente. Qu'est-ce qu'on retient de l'aspect de Night City ? Alors première chose, on retient surtout que ça dépend beaucoup de votre machine. Alors personnellement, je fais partie des gens qui y ont joué sur old gen. J'y joue sur Xbox One S, très exactement. Alors évidemment, j'ai été un peu déçue par les graphismes dont j'attendais beaucoup plus. Ceci étant, chez moi, il est quand même loin d'être vraiment moche. Il faut vraisemblablement pas sa version PC, dont je pense que Guillaume pourra nous parler tout à l'heure. Tout à fait. Tout ce qui est ray tracing. Mais même si il est pas au niveau qu'on pourrait attendre d'un jeu qui a été repoussé d'1 an, qui est sorti à la fin 2020. On reste quand même très loin des visuels informes que j'ai pu voir sur internet ces dernières semaines. Je trouve que graphiquement, en tout cas, encore une fois, toujours sur Xbox One S et dans mon cas à moi, j'ai trouvé que Cyberpunk 2077 est surtout mauvais sur le détail et tout ce qui est à proximité. En gros, je trouve que les horizons de la ville de Night City ont plutôt de la gueule. Par contre, les textures laissent à désirer. Et globalement, en fait, on a un jeu qui, sur le plan graphique, est très inégal. On a des trucs qui sont réussis, on en a qui sont passables, et on en a qui sont par contre assez franchement ratés. Mais pour le reste, et malgré les critiques virulentes sur lesquelles on va revenir que subit le jeu depuis sa sortie, honnêtement, j'ai l'audace de passer un bon moment. Un franchement bon moment même. Je trouve que les quêtes secondaires sont assez sympas. Il y en a quelques-unes qui sont assez bien écrites, moi j'en ai une en tête en particulier qui m'a un peu mis des trucs au trip. Night City est clairement la belle réussite du jeu, et globalement c'est assez facile de se laisser prendre par ce monde cyberpunk qui est très rythmé, et du coup je pense quand même que c'est un jeu auquel, en cette fin d'année, il faut laisser sa chance. Merci beaucoup Ariane pour ta critique. Je me tourne vers vous deux, Guillaume, Chloé. Vous n'êtes pas du tout au même stade d'avancement dans le jeu. Je crois que vous y avez joué tous les deux sur PC. Je me tourne peut-être d'abord vers toi, Chloé, pour ton appréciation immédiate de ce que le jeu a proposé. Alors, comme tu l'as dit, je joue effectivement sur PC, sauf que moi je suis encore vraiment bloquée dans le premier acte, tout simplement parce que je prends vraiment le temps de prendre le jeu en main, essayer de l'apprécier au maximum, explorer vraiment tout ce que je peux, et comme le dit Ariane, hein, dans un RPG, ce qui est vraiment marrant, c'est les quêtes secondaires, donc je me perds un petit peu dans les ruelles de Night City à essayer de faire véritablement connaissance avec la ville. Un peu déçu également de la rapidité du scénario, vraiment d'entrée du personnage. Moi j'avais choisi les corporations et franchement j'imaginais un peu plus d'espionnage industriel. On a une mission un peu suicide qui nous est proposée au début et elle est très très vite coupée par une espèce de Deus Ex Machina et on se retrouve dans les rues de Night City à faire des petits boulots. Voilà, grosse déception de ce côté-là. Un peu de difficulté aussi à prendre en main toutes les différentes partie de l'interface de jeu. On a un inventaire qui est très très riche et il y a vraiment plein d'options entre le piratage, les différents types de combats. J'ai encore un peu de difficulté à vraiment saisir toutes les subtilités du piratage, quand utiliser quelle technique, quand utiliser l'infiltration. Je passe mon temps à me faire repérer par la police et à me faire descendre. Mais écoutez, pour le moment, j'essaie vraiment de saisir petit à petit ce que je dois faire et ce que je dois pas faire, en évitant de conduire des voitures parce que là, ça c'est vraiment très très compliqué. Merci à toi Chloé. Guillaume, de ton côté, tu tutoies la fin du jeu, je crois savoir. Ouais, je suis arrivé à environ une quarantaine d'heures de jeu, donc j'en aperçois la fin, et passé les 15 premières heures, on va dire, du jeu, qui m'avait pas mal déçu, parce que, évidemment, c'était certainement le jeu, comme tout le monde, que j'attendais le plus en cette fin d'année. J'en avais peut-être un petit peu trop d'attentes, notamment sur son aspect RPG, qui m'a un peu déçu. Je m'attendais à un vrai renouveau du RPG en monde ouvert, tel que CD Projekt Red aurait pu le tenter. Malheureusement, je me suis vite rendu compte qu'on est resté un peu dans une formule classique RPG, comme il faisait un peu avec The Witcher 3, les pouvoirs et l'aspect médiéval en moins. Malgré tout, au fur et à mesure que j'ai pu avancer dans la quête principale, je me suis rendu compte que, clairement, CD Projekt Red avait cette maestra de l'écriture d'un jeu, et on su me tenir aux tripes vraiment longtemps. Là, j'arrive dans un arc du jeu qui commence vraiment à être assez impressionnant, et donc au fur et à mesure de mes avancées et mes pérégrinations dans Night City, je me suis vite rendu compte que le jeu avait clairement beaucoup plus à proposer que ce que les critiques lui assènent depuis un bout de temps maintenant, et que il fait clairement partie de mes jeux de l'année, pour ce genre de réussite en tout cas, ouais, clairement. Et puis, forcément, je vais parler de l'aspect technique du jeu. Pour y avoir joué sur PC, sur une bonne bécane, clairement, et pour y avoir joué également aussi sur console d'ancienne et de nouvelle génération, il y a clairement un gap, et l'appréciation du jeu est vraiment pas la même en fonction de la machine dans laquelle vous le jouez, comme le disait Ariane dans sa critique. Merci pour vos impressions à tous les trois. Je me tourne vers toi Ariane. Guillaume vient de prononcer le mot magique narration. On a cru comprendre en fonction du différent stade d'avancement dans le jeu que les avis pouvaient être très tranchés, car le jeu a l'air plutôt d'avancer par à coup que à la Witcher 3 avec, on va dire, une espèce de progression organique qui converge sur la fin. Ouais, alors moi je suis totalement d'accord avec Guillaume sur ce qu'il a dit sur la narration. En fait, j'en suis pas tout à fait à 40 heures pour ma part, mais j'en suis à plus de 25 heures dans le jeu, et comme je le disais tout à l'heure, je suis
pas convaincue par le premier arc de la quête principale, clairement. En revanche, j'ai trouvé que plus on avançait, mieux ça allait, que tout le pathos qui nous manquait par rapport aux personnages secondaires du début de l'histoire est là pour les suivants, en fait, auxquels on s'attache vachement plus facilement. Et encore une fois, les quêtes secondaires sont vraiment pas mal. J'en ai fait une notamment avec une histoire autour d'un gamin qui avait été tué, etc., qui était vraiment bien fichu. Donc je rejoins totalement Guillaume sur ce qu'il vient de dire. Je le rejoins également d'ailleurs sur ce qu'il a dit sur le RPG. C'est vrai que j'attendais un peu de renouveau aussi, qui malheureusement n'est pas là. C'est vrai que tout ce qui est arbre de compétences, on en a parlé tout à l'heure, c'est très classique. Le point de vue est très classique aussi. Le gameplay est intéressant mais pas révolutionnaire non plus. Guillaume, toujours sur la narration ? Oui, je voulais ajouter une chose par rapport à ça, c'est que effectivement le jeu monte crescendo dans le ton qu'il utilise et notamment dans l'univers dans lequel il prend place. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'instar de The Witcher 3, CD Projekt, ils savent surtout mettre l'accent sur des choses annexes. Par exemple, les missions secondaires sont aussi bien écrites, voire beaucoup mieux parfois dans certains moments que la quête principale, et il faut vraiment prendre le temps de s'y atteler pour comprendre un peu les enjeux des personnages qui évoluent dedans, pourquoi la ville est pensée de telle ou telle manière. Et également aussi, un truc que je ne fais pas beaucoup dans les RPG et que j'ai réussi à apprendre un peu avec Cyberpunk, c'est de lire beaucoup dans le jeu, parce qu'il y a évidemment beaucoup de journaux, des logs, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais en gros c'est des petites cartes. Des éclats. C'est des éclats, effectivement. Des éclats que tu peux t'insérer en fait, c'est en gros c'est des journaux qui te racontent un peu tous les éléments du jeu, de façon assez bien écrite d'ailleurs, et qui te permettent de mieux comprendre l'univers dans lequel tu évolues, et de fil en aiguille, tous ces éléments mis ensemble et combinés, ça fait que la narration est vraiment très bien maîtrisée, que passer encore une fois les 10 premières heures, on apprécie de plus en plus le jeu, clairement, ouais. Et outre l'écriture, comme tu l'as dit, qui est super, il y a un point que j'ai même envie de mettre en avant qui facilite énormément l'immersion, c'est le choix de langage. On est tous habitués aux jeux de guerre où tu vas avoir des soldats qui vont balancer des merdes, putain, fils de... voilà, ce genre d'insultes à tout va, mais là, on a une crudité du langage qui est d'une force poignante et qui te fait comprendre directement où est-ce que t'atterris. Et c'est presque assez honorable de voir un studio qui a décidé de prendre ce risque, parce que parmi les éditeurs de jeux vidéo, c'est toujours risqué de choisir un langage trop châtié, et là, ils ont sauté la barre, ils se sont dit, allez, on tente le coup. Et même s'il y a parfois des dialogues qui sont un petit peu limites, ça donne quand même une certaine ADN au jeu, et je salue en tout cas cette décision. C'est un marqueur identitaire que certains peuvent lui reprocher, mais qui est plus à imputer à une décision, on va dire, c'est un parti pris radical, quoi. Ariane, sur le langage, avant qu'on passe au système. Sur le langage, je voulais ajouter que déjà on a un très beau doublage quand même. Et deuxième point qui m'a frappé, c'est que Night City c'est une métropole avec des quartiers chinois, des quartiers japonais, etc. Et on a des personnages qui parlent pas tous la même langue. Et en fait, on les entend vraiment parler japonais dans le jeu, et c'est traduit en temps réel. Technologie oblige, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et vraiment bien fichu aussi. Passons peut-être au système, vu qu'on a pas mal gravité autour. On a pas mal parlé d'RPG. CD Projekt avait déjà, on va dire, fait des émules sur la gestion de l'inventaire, notamment dans Witcher 3. Ici, on a une esthétique néon. Est-ce qu'ils en ont profité pour véritablement repenser la structure, ou est-ce que c'est un ravalement de façade ? Alors, c'est pas vraiment un ravalement de façade, puisque en fait, l'arbre de compétences, il est à peu près similaire à ce que pouvait faire déjà un The Witcher 3. Également, la gestion de l'inventaire, qui est un peu parfois chaotique au début, où on sait pas trop quels objets vont servir à quoi, et d'autant plus qu'on en ramasse énormément des objets dans le jeu, notamment beaucoup d'objets inutiles qu'on va pouvoir revendre pour se faire des crédits, l'argent du jeu d'ailleurs. Mais par contre, au bout d'un moment, on s'y fait, surtout le fait que, comme on est dans le futur et que, comme disait Ariane dans son test, on a des implants cybernétiques, il va surtout falloir gérer un peu toutes les améliorations qu'on va pouvoir mettre sur son personnage, que ce soit sur les bras cybernétiques, sur la vision, sur le fait que, par exemple, on puisse changer son système immunitaire pour avoir des défenses, voire de l'attaque en plus sur certains passages. Et je trouve en fait cet aspect où on va devoir chercher via ce qu'on appelle des charcudocs dans le jeu, qui sont un peu les personnages qui vont te modifier ton aspect physique et ton inventaire et toutes tes attaques. Je trouve ce truc intéressant qu'on doive se déplacer, un peu comme si on allait chez le forgeron dans un Witcher 3, tu vois. Eux, c'est un peu ce côté-là, et c'est plutôt bien amené. En plus, on a des personnages qui sont proches du personnage de V, du coup, il y a une narration qui se met en plus. Tout ça, compter que on va pouvoir aussi chercher d'autres améliorations auprès des vendeurs et par rapport aux quêtes secondaires. Enfin, tout ce système imbriqué aussi est plutôt bien foutu, et c'est toute une cohérence dans le jeu qui est plutôt réussie, ouais. Chloé, mine de rien, tu semblais dire la complexité de l'interface, disons parfois, jouait en la défaveur de la lisibilité, et notamment de l'accès à certaines informations. En tout cas, au début, je pense qu'avec pas mal d'heures de jeu, tu prends vite les choses en main, et bien que on t'explique à chaque fois où aller dans ton inventaire quand tu dois utiliser telle ou telle compétence, il suffit d'avoir plus trop d'informations au même moment pour que tu sois complètement submergé et que tu passes 5 minutes à farfouiller dans ton inventaire où est-ce que tu dois aller pour faire telle ou telle action. Typiquement, il y avait quoi ? Il y avait débugger une carte de crédit, lui enlever ses virus, il a fallu que j'aille chercher sur une Solus parce que j'en avais marre de juste chercher dans mon inventaire sans trouver. Trop d'informations tue l'information, trop d'inventaire tue l'inventaire, ça aurait mérité peut-être une sorte de
simplification quand même de l'interface, puisque le joueur doit vraiment naviguer entre énormément de menus dans son inventaire pour mener à bien les différentes améliorations qu'il a envie de faire sur son personnage ou les différentes actions qu'il peut faire avec certains objets. Et on devine que cette interface est avant tout pensée pour la souris. Les possesseurs de manettes rongent déjà leurs freins. Pour avoir fait Witcher 3 dans ces conditions, on devine que c'est peut-être un peu compliqué, à moins qu'Ariane ne me prouve le contraire. Bah justement, je suis pas tout à fait d'accord avec Chloé. C'était un peu une de mes craintes au début. Honnêtement, quand j'ai lancé le jeu, j'étais un peu en mode les piratages, les trucs, les machins. Et en fait, il y a une phase de didacticiel quand même avec T-Bug dont j'ai parlé dans ma critique et du coup un des coéquipiers de V qui nous permet de voir un peu tout ce qui est combat corps à corps et puis le piratage notamment que j'ai trouvé alors un peu longuet mais assez utile pour la suite. En fait, j'ai trouvé que c'était globalement bien fichu. J'ai personnellement pas eu trop de difficultés avec cette interface. En revanche, je rejoins quand même Chloé sur un point qui est que l'inventaire c'est vraiment pas ouf et moi je passe mon temps à chercher des trucs, je sais jamais où sont mes munitions parce que c'est pas dans les armes. Enfin, ça c'est pas un point fort du jeu, clairement. Et rapidement, pour compléter, je les ai fait, les didacticiels, et effectivement, s'ils avaient été plus longs, ça aurait été très compliqué, mais ils m'ont limite pas suffi, en fait, pour vraiment me sentir à l'aise avec les outils que j'avais à disposition. J'ai fait 2 fois le tutoriel pour le piratage, et je galère encore sur le piratage. Donc pour moi, ce jeu est vraiment difficile à prendre en main, et c'est pour ça que je prends vraiment le temps sur le début, que j'avance pas, en fait, très clairement, parce que je passe mon temps à me prendre des gamelles et à essayer d'utiliser au mieux les outils. Donc pour moi, c'est un gros point négatif du jeu. Guillaume, tu souhaitais parler d'une mécanique particulière du jeu, les dents sensorielles. Oui, parce que outre le gameplay autour du monde ouvert et l'aspect RPG, il y a également un autre aspect de gameplay qui rentre en compte dans le jeu, c'est ce qu'on appelle les dents sensorielles, donc les DS dans le jeu, qui sont en fait un moyen pour le joueur d'avoir accès à des souvenirs pour trouver par exemple une scène de meurtre ou avoir accès à telle ou telle information, là où par exemple un PNJ aurait caché quelque chose que tu cherches, tout ça, et en fait c'est assez marrant comment c'est fait. En gros, le personnage rentre dans une espèce de transe où il va retrouver les souvenirs de la personne, donc il va voir à travers les yeux, il va également pouvoir se détacher du regard du joueur pour avoir accès à des informations sur ce qui l'entoure, et tout ça c'est fait sur par exemple un plan de montage genre Final Cut ou Adobe Premiere où en gros tu vas pouvoir avancer dans la scène et plus au fur et à mesure que tu avances dans la timeline, tu vas pouvoir trouver des indices à un moment clé, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la température ou que ce soit au niveau du visuel. Et j'ai trouvé cette partie vraiment très intéressante parce que du coup elle coupe pas vraiment le gameplay parce que du coup tu restes dans la narration en fonction de ce que tu cherches. Disons que ça apporte un aspect au jeu que je trouve très intéressant et qui utilise complètement le côté cyberpunk et cybernétique du jeu de façon très intelligente. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des vraies idées de gameplay qui justifie l'utilisation du genre cyberpunk, voire qui essaye de défricher certains terrains. Alors, cette idée de danse sensorielle, il me semble l'avoir déjà vu dans Detroit Become Human. Oui. Mais apparemment, là, ça a l'air d'être poussé beaucoup plus loin, parce que dans Detroit, c'était vraiment juste, t'appuies sur play, tu fais pause, tu te balades autour. Mais là, t'as l'air de dire qu'on peut quitter son personnage. Alors en fait, ça reste à peu près le même principe que dans Detroit, sauf que c'est évidemment scripté. Sauf que là, tu peux quitter en fait la vision du personnage, parce que savoir que le jeu, dans 99% des cas, tu vas y jouer à la première personne, sauf pendant ces phases où tu vas pouvoir te détacher de la vision d'un personnage, que ce soit du tien ou d'un PNJ, pour avoir accès à ses souvenirs, et tu vas pouvoir en fait tourner autour de la scène pour trouver quelques indices et donc avancer dans le récit, quoi. Oui, donc c'est un vrai parti pris de gameplay qui est là pour nourrir le traitement de l'esthétique et des thématiques peut-être cyberpunk. Les thématiques justement, on peut peut-être en parler. Ariane, t'avais l'air de dire que c'était plus un décorum un peu désuet, vu que le cyberpunk auquel on a affaire, c'est plus un cyberpunk fin années 80. Guillaume, là je me retourne vers toi, vu que t'as plus avancé dans l'intrigue, il y a un personnage, le personnage de Keanu Reeves, qui pourtant a l'air de promettre un certain traitement des thèmes du cyberpunk. Oui, alors complètement. Le truc, c'est que faut savoir que le personnage de Keanu Reeves, donc Johnny Silverhand, dans le récit de Cyberpunk 2077, c'est un personnage qui appartient au passé, je crois qu'il date de 2023, et ce personnage en fait est un terroriste qui se bat contre les corporations, notamment la grande corporation du jeu qui s'appelle Arasaka, qui est une méga corporation japonaise qui a énormément de pouvoir politique, pouvoir technologique et d'influence sur la population, et Johnny Silverhand en fait veut mettre fin à cette hégémonie de la part d'Arasaka en commettant des actes terroristes. Et donc il y a un twist au début du jeu où on va faire sa connaissance, et en fait lui il va apporter un petit peu le contre-coup de cette société, on va dire un petit peu aseptisée et beaucoup trop ancrée dans sa culture et dans son époque, de par le fait qu'il va avoir des éléments de langage très crus qui sont différents de personnages de V ou des trucs qui l'entourent. Le truc qui est intéressant, c'est que Johnny Silverhand, c'est un personnage que personne d'autre ne voit à part ton personnage, ce qui fait que tu vas avoir des phases de dialogue qui sont exclusives entre le personnage de V et de Johnny. Et donc ça apporte un espèce de contre-coup, une autre vision du monde dans lequel tu entoures, de par l'introduction de ce personnage, et je trouve, pour bifurquer vers un autre sujet, je trouve que la relation entre ces deux personnages est vraiment très réussie dans le jeu, et ça fait partie
partie des réussites de la narration du jeu, quoi. Je suis d'accord avec Guillaume sur le fait que cette relation avec Johnny Silverhand, elle est effectivement très réussie. Les dialogues entre les personnages, notamment, sont très bien fichus. C'est un personnage qui nous accompagne pas seulement dans la quête principale que du coup moi j'ai un peu délaissée, mais y compris dans les quêtes secondaires. Donc moi quand je fais un truc régulièrement, il m'interroge sur mes choix en fait. Par exemple, j'ai fait cette quête que j'ai choisi de faire sans tuer personne parce que c'était une requête du mec qui m'a filé la quête. Et en fait j'avais Johnny qui apparaissait à côté pour me poser des questions sur le fait que est-ce que j'avais pas une vision un peu trop idéaliste du monde, ce genre de choses. Et effectivement là on a des réflexions qui commencent à poindre, qui sont assez intéressantes, et on a effectivement un personnage auquel en fait on s'attache vachement plus facilement que ceux qu'on a rencontrés plus tôt dans le jeu, qu'on aime un peu détester aussi, parce que moi honnêtement il me tape sur les nerfs, j'ai envie de le frapper tout le temps, mais en même temps je l'aime bien, il m'accompagne et c'est vrai qu'il me fait me poser un peu des questions, même s'il est tout le temps en train de me juger et que ça me rend ouf. Il a quand même ses interrogations qui sont pas mal écrites et qui sont effectivement intéressantes comme questions, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il connaît les 3 coquillages ? Comme il date d'une époque qui était, on va dire, un peu avancée, et dans les phases où on le rencontre, ça a l'air d'être quand même déjà un petit peu cyberpunk, à mon avis, il devrait à peu près être dans cette époque. Ouais. Ok. Non, je pose la question parce que pour le coup, c'est une question que je me pose vu de l'extérieur. Est-ce que c'est pas un personnage, là vous me parlez d'un terroriste qui veut renverser le système, etc., et qui est littéralement le fantôme d'un révolutionnaire qui n'a jamais pu s'accomplir. Est-ce que ce serait pas une mise en abîme du genre cyberpunk qui est aujourd'hui très digéré, qui est devenu limite quelque chose qui est dans le paysage en fait? Est-ce que finalement c'est pas une forme de regard lucide sur ce qu'est devenu le cyberpunk aujourd'hui? Alors je trouve pas vraiment, parce que en fait l'apport de Johnny Silverhand il est surtout narratif. J'ai pas l'impression que les développeurs ont eu cette envie de faire de ce personnage un contrebalancement en fait de la vision du joueur par rapport au monde cyberpunk. J'ai plus l'impression qu'en fait, si tu veux, les seules critiques, on va dire acerbes du système dans lequel évolue Night City et même du monde du cyberpunk, en fait tu vas te les faire toi-même en fonction des quartiers dans lesquels tu vas te rendre, où tu vas avoir des interactions. J'ai pas cette impression que le personnage de Johnny Silverhand soit le contre-coup de tout ça. Au contraire, il est plus là pour appuyer le fait que on vit dans un monde pourri et que tout le monde est pourri et que de toute façon tout le monde doit mourir. Et c'est ça qui est marrant, c'est que lui, il va à fond dans le côté je suis un terroriste, je suis un fou, je vais buter tout le monde. Et toi, t'es plus dans le contre-coup de tout ça. Mais par contre, dans tout ce qui est la vision du cyberpunk, il a pas forcément d'impact là-dessus complètement. Tout le monde est pourri, rien ne va plus. C'est ce qu'on a cru lire sur Twitter ces derniers jours depuis la sortie du jeu, notamment concernant les versions PS4 FAT et Xbox One conventionnelles, on va dire, les versions old gen. Tout à l'heure, vous parliez notamment de la gestion des objets. On a découvert un bug récent qui est que tout simplement si ta sauvegarde fait plus de 8 mégabytes, c'est-à-dire que si t'as un inventaire trop rempli par exemple, eh bien ta sauvegarde est corrompue et irrécupérable et tu dois recommencer le jeu. Ah ouais. Autant de bugs comme ça que les gens s'amusent à relever avec des screens et des mèmes, etc. Je me tourne vers vous. Dans quelle mesure est-ce que ça peut nuire au jeu? Ouais, effectivement, j'ai joué du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Xbox One S très exactement. Honnêtement, j'ai trouvé que oui, alors bien sûr on a des bugs, j'ai pas eu des trucs oufissimes comme les voitures qui volent, les sauvegardes corrompues, les pénis qui dépassent du pantalon, ce genre de choses. J'ai eu quelques trucs un peu rigolos, j'ai eu des voitures qui étaient censées se rentrer dedans une fois et qui se sont à la place superposées, mais j'ai rien eu de dramatique du coup. C'est vrai que ça m'interroge un peu par rapport à ce que j'ai pu voir passer sur le net, notamment sur PS4. Je trouve que en fait on a rien qui nuit à l'expérience de jeu. En tout cas, moi j'ai pas rencontré de bugs suffisamment répétés ou terribles que ça nuirait à mon expérience de jeu. Je sais qu'il y a des gens dont ça fait cracher la console, qui arrivaient pas à lancer le jeu, ce genre de choses. Moi ça m'est absolument pas arrivé. Très honnêtement, genre jamais. Vraiment le bug le pire que j'ai eu, c'est j'ai eu un PNJ une fois qui a disparu dans un mur au moment d'un combat. Là je l'ai tué dans le mur, c'était un peu chelou, mais je veux dire c'était rien de plus que ce qu'on a pu avoir sur d'autres gros jeux ces dernières années. J'ai une petite pensée pour Fallout 76 notamment. On vient d'avoir un dernier patch qui vient de sortir, qui est déjà le 3e patch sur console. On sait qu'il va y en avoir d'autres, il doit y en avoir un en janvier et un en février si je ne m'abuse. Donc on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler petit à petit. On se rappelle aussi que CD Projekt Red nous avait sorti un jeu un peu claqué niveau bug déjà avec The Witcher 3 qui aujourd'hui est quand même un monument du jeu vidéo et du RPG. Donc je pense vraiment que en termes d'expérience de jeu, on a quand même une sortie là qui peut nous apporter plus que oui ok c'est un jeu, il y a des bugs. Après, encore une fois, j'ai l'impression que ça dépend vraiment des machines, ça dépend vraiment des situations, etc. Donc ça reste, moi, ce que j'ai expérimenté sur ma console à moi. Moi, j'ai un peu le même ressenti qu'Ariane. Après, quand j'ai commencé à y jouer, il avait déjà été patché une première fois sur PC, de mémoire. Il est sorti le 10 et j'ai dû commencer le 12-13. Et à part, parfois, la jouabilité qui est pas dingue, mais je pense que c'est plus par rapport au jeu en lui-même. Je pense notamment à la conduite des véhicules qui est tout sauf intuitive et qui n'aide pas beaucoup. La caméra est saccadée. Peut-être que je demande trop à ma machine aussi et que je devrais un tout petit peu baisser les graphismes pour que ce soit moins gourmand. Les bugs m'ont pas trop dérangé, si ce n'est l'IA qui effectivement par moment fait un peu ce qu'elle a envie. Tu te fais repérer derrière un mur alors que t'as envie de faire une infiltration, ça foire, ok, tu finis à faire un gunfight. Pourquoi pas, ça pourrait arriver dans la vraie vie aussi, sur un malentendu, le mec il se retourne et puis il te capte parce qu'il a vu un tout petit bout de ton ombre et qu'il est super intelligent.
intelligent. Voilà tout ce qu'on voit sur les bugs, les rumeurs aussi que l'éditeur aurait éventuellement fait exprès de laisser des glitches dans le jeu sous couvert qu'il y avait beaucoup de bugs. Je l'ai absolument pas ressenti, je l'ai absolument pas vécu. Et mon expérience est aussi très agréable, malgré le fait que je suis un peu nulle, quoi. Quelque chose me dit qu'on aura pas mal d'anecdotes à partager une fois que tout le monde aura fini le jeu. Guillaume, peut-être un dernier point sur les bugs, sur ce qui peut être ou non corrigé. Alors, moi non plus, j'ai pas eu de bugs hyper bloquants. Alors évidemment, tout le monde a vu les bugs à base de voitures qui volent, à base d'éléments des corps humains qui sont un peu détachés du reste du corps, le fait qu'il y ait des objets qui se mettent à se balader à droite à gauche. Ça, en vrai, pour un jeu aussi ambitieux et un jeu avec un développement assez chaotique, on en reparlera certainement après, et vraiment classique, hein, dans des GTA ou tout ça, c'est vraiment très très compliqué d'arriver à un truc parfait dès le début. Le truc, c'est que, plus encore que ces aspects techniques, on va dire machin, moi je retiens surtout que techniquement il y a quand même un gap. Un truc qui est vraiment important dans le jeu, c'est que la retransmission de Night City avec tous les effets de lumière, moi j'y joue sur PC donc je mets le ray tracing à fond, c'est vraiment sublime, vraiment j'ai eu l'impression de jouer à un jeu de nouvelle génération. Rien que pour ça, plusieurs fois je me suis baladé dans la rue de Night City sans faire aucun objectif, mais juste me balader pour voir à quel point les environnements sont beaux. Alors effectivement, il manque du trafic, il manque un peu plus de vie dans les rues, mais ça c'est des trucs qui peuvent être changés, qui peuvent être rajoutés post-sortie du jeu. Mais malgré tout, le jeu est vraiment, en tout cas sur la version PC, j'ai joué également sur Xbox Series X, la version PC est vraiment au-dessus du lot, clairement, en termes de visuel, et il faut pas s'arrêter à tout ce qui est bug. Le jeu a visuellement énormément de choses à offrir, beaucoup plus importantes que juste s'arrêter sur les bugs, et voilà quoi. Mais toujours est-il que le mal est fait, et que, on va dire, l'état dans lequel le jeu nous parvient, ou en tout cas parvient à une grande partie des consommateurs, hein, il me semble, Ariane, tu m'avais dit que 60% des précommandes étaient sur PC, ce qui laisse quand même 40% de joueurs consoles qui ont un petit peu tiré la tronche, hein, typiquement Microsoft et Sony. En tout cas, Sony a retiré carrément le jeu du PlayStation Store à l'heure où on enregistre. C'est fou ça. Propose des refunds, enfin déjà pour, je pense, avoir moins de requêtes de refund dans les jours qui viennent, pour se laisser le temps de traiter toutes celles qui leur sont déjà parvenues. Disons que là on arrive à un moment où ça fixe beaucoup de précédents pour des joueurs consoles. Et ça, certes, ça peut en partie être corrigé à l'aide de patchs, mais ça ne parvient pas à faire oublier le fait que la réputation de CD Projekt, hélas, les précède dans le milieu, en l'occurrence sur les questions du crunch, et que c'est bien de cela qu'il est question aujourd'hui. Je pense que ça nous fait nous interroger pas mal sur le modèle que représente Cyberpunk 2077 à l'heure actuelle. Donc gros jeu, c'est un jeu qui a coûté très cher, qui a mis beaucoup de temps de développement. T'as mentionné le crunch aussi. En fait, c'est une honte et ils vont en suer pendant encore 2 mois, vraiment beaucoup pour réparer tous les trucs dont on a parlé qui font polémique. Donc j'ai une petite pensée pour ces pauvres développeurs. On a un jeu qui est retiré du PS Store, on a un jeu qui a fait s'effondrer la cote de CD Projekt Red en bourse. Si vous voulez prendre des actions d'ailleurs, c'est le moment. Et on a cet effet de bad buzz et de un peu tout ça pour ça, et cette polémique énorme sur les bugs, sur les graphismes. On a quand même des joueurs qui ont décrit un jeu qui est tout bonnement injouable sur console. Moi j'ai vu beaucoup de joueurs PS4 notamment qui ont dit que c'était pas possible, en fait, qu'ils n'arrivaient vraiment pas à jouer dessus. Et je pense que ça pose pas mal de questions sur ce modèle AAA dans lequel on met énormément de thunes et pour lequel on a énormément de hype, parce que c'était quand même un jeu qu'on a beaucoup attendu. Enfin, Guillaume, tu l'as dit, moi c'était pareil, c'était ma grosse sortie de l'année, de même 2019, parce qu'à la base il devait sortir en 2019. Et ouais, et tout ça pour en arriver à cet effet-là qui, je pense, devrait nous faire à nous, mais aussi au studio, nous poser pas mal de questions. Carrément quadruple A en l'occurrence, hein. On peut carrément dire que le jeu se pose aux côtés de Red Dead Redemption 2 ou même Last of Us 2, hein, qui sont 2 jeux qui ont essayé de repousser les limites de leur genre à leur niveau, et qui ont eu le même type de polémique en amont de la sortie sur les conditions de travail au sein des studios. L'idée n'est pas évidemment d'en faire un débat sur le sujet, hein, on reste sur le jeu. Donc Chloé, tu voulais rebondir ? J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de jeux sur cette fin d'année qui sont sortis avec beaucoup de problèmes de bugs. Guillaume t'en parlait par rapport à Watch Dogs Legion, qui était pareil, pas l'expérience de jeu qu'on nous avait promis. Moi j'ai eu 13, bon c'était un petit jeu beaucoup moins imposant, mais pareil, criblé de bugs en veux-tu en voilà. J'ai l'impression que c'est une réalité pour le moment. Je sais pas si c'est 2020 qui a été particulièrement compliqué avec le Covid, avec les reports, mais Cyberpunk s'est retrouvé en plein dans le viseur, parce que ils ont fait tellement de communication comme quoi notre jeu n'est pas prêt, on le reporte, l'hype elle était là depuis des années, et finalement quand le jeu est sorti, alors que tous les autres éditeurs avaient fait profil bas en disant de toute façon on va pas pouvoir faire mieux que vous, donc on vous laisse la scène, allez-y sortez votre jeu et nous on sortira notre truc plus tard, et paf, le jeu il s'est pris une énorme claque
alors que c'était le cas d'énormément d'autres jeux sortis dans les mois précédents. C'est un problème au niveau de l'industrie, c'est pas un problème lié au studio là en question ou juste à Cyberpunk comme phénomène. Là je mets mon petit grain de sel, on parle quand même d'un jeu qui promet dans sa démo de l'E3 2018, on s'en souvient, qui avait décroché la mâchoire de toute la profession, qui promet une mécanique de jeu avec les lames Mantis qui permettait justement d'escalader quasiment tous les murs, que ce soit dans les arènes, enfin voilà, exploiter vraiment la verticalité des environnements, tout ça pour qu'au final, au début de l'année, en début 2020, voilà, il soit annoncé que cet élément de gameplay, qui avait fait le gros de la communication de l'éditeur au moment de dévoiler du gameplay du jeu au milieu de professionnels, bah finalement on le retire quoi, et à moins d'1 an de la sortie du jeu, ça pose question quand même. Ah non mais clairement le jeu n'a pas bénéficié peut-être des moyens de ses ambitions, j'aime bien cet adage, mais en fait, pour le coup, ils avaient des moyens, mais je pense que, en vrai, même si le jeu a été annoncé en 2012, je pense véritablement qu'en fait, le gros du développement, il a commencé il y a à peu près 4-5 ans, et qu'il y a énormément d'éléments sur lesquels ils avaient communiqué bien trop en amont, qui ont dû être enlevés tout simplement parce que c'était dans l'état pas faisable pour sortir un jeu en 2020, et aujourd'hui on en paye les pots cassés parce que malgré le fait que le jeu soit relativement bon, enfin moi j'ai vraiment adoré parcourir les rues de Night City telles qu'elles sont actuellement, effectivement le jeu aurait pu être encore mieux en incluant ce phase de gameplay, mais certainement encore repoussé, et ce serait devenu ingérable pour le studio, et que malheureusement bah en fait là ce qui va se passer c'est que durant les prochains mois voire années qui vont venir, en plus des extensions qui sortiront plus tard, le studio va encore cruncher, et il va encore y avoir des développeurs qui vont être sur les rotules sur du Cyberpunk alors que le jeu est déjà sorti quoi, c'est ça qui va se passer malheureusement. Là, je pense qu'on peut carrément parler de marche vers la mort. Le mot est employé à dessein. Je vous renvoie aux écrits de Jason Schreier. Ariane, tu voulais rebondir sur la question des moyens et des ambitions ? Ouais, Guillaume a parfaitement raison. Déjà, effectivement, c'est un jeu qui a été annoncé en 2012, mais c'est vrai qu'il n'a probablement pas été travaillé tout de suite. Déjà parce que The Witcher 3 était encore en cours chez CD Projekt Red, donc ils ont bossé sur ces deux monstres du jeu vidéo en même temps. Forcément, c'est compliqué. Et à cela, il faut aussi ajouter que je pense qu'ils ont sacrifié pas mal de choses en cours de route. Tu parlais, Karel, de ce mécanisme de gameplay qui a totalement disparu. Je vous ai parlé de cette cutscene là sous forme de BD dans le jeu. Je veux pas dire de bêtises, mais à ma connaissance, c'était censé être un vrai contenu à la base qui finalement a sauté. Donc effectivement, ils ont viré des trucs, ils ont repoussé le jeu, mais quand même viré des choses qui auraient probablement comblé certains regrets qu'on a aujourd'hui. Du coup, bon, on a bien compris, c'est un très gros morceau, on a fait une critique beaucoup plus longue que d'habitude, étant donné tout ce qu'il y a dans le jeu et tout ce qui l'entoure, il aurait été bien difficile de faire autrement. On souhaite à Cyberpunk 2077 quand même de ne pas avoir le même destin qu'un certain Final Fantasy XV, hein, mais voilà, malheureusement, le prix à payer risque d'être assez lourd. Ariane, pardon, tu avais peut-être une phrase pour conclure. Je voulais juste dire que effectivement c'était un jeu auquel il fallait laisser sa chance pour Noël, sur lequel on passe malgré tout un bon moment, mais qui a peut-être eu, alors moi je voulais pas faire une ref FF15, mais un petit syndrome Mass Effect Andromeda, quoi. Moi, je vais évidemment pas parler de FF15 qui pour moi est un accident industriel. Je voulais juste dire effectivement comme Ariane, laisser sa chance à Cyberpunk 2077 parce qu'il a vraiment, au-delà des bugs et au-delà des polémiques, c'est vraiment un jeu qui raconte quelque chose d'assez fort, que ce soit sur le monde dans lequel il évolue, sur le fait des gros mondes ouverts, des gros RPG, et surtout du monde du jeu vidéo actuel, finalement. Il m'a vraiment surpris sur ce point, et surtout parce que pour moi, c'est vraiment le jeu qui va nous faire rentrer dans la nouvelle génération, ces jeux à monde ouvert avec un univers vraiment très très vaste et très très détaillé. Et encore une fois, Night City, c'est actuellement la ville, ou en tout cas l'élément de jeu le plus impressionnant, techniquement parlant, que j'ai vu ces dernières années. La verticalité, tout le côté organique de la ville, pour moi, c'est vraiment la grosse réussite du jeu, et rien que pour ça, il mérite votre attention. Moi, je salue en fait le fait qu'ils ont tenté. Alors parfois, on teste et il y a des échecs, mais là, ils nous proposent un jeu à la première personne, avec de l'infiltration, avec de la conduite, avec du combat, avec plein d'armes. Il y a énormément de bonnes idées, elles sont peut-être pas toutes bien traduites et bien rendues, mais il y a indéniablement beaucoup de bons dans ce jeu. Une fois qu'il sera correctement patché, il y a des chances pour que ça reste le meilleur jeu de la décennie dans le cœur de beaucoup de personnes. Donc franchement, allez-y en fait. Il y a du bon dans ce jeu, monsieur Frodon. Pour ma part, le pauvre consoleux que je suis, qui pour l'instant, bon, quand bien même je joue sur PS5, c'est d'abord une version PS4 patchée, donc une version PS4++, pour la vraie version PS5 et Xbox Series X, il faudra patienter dans le courant de l'année prochaine. Peut-être que je me laisserai tenter à ce moment-là, parce que pour le coup, jouer à FF15 Vanilla, je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux fois. Proposition est ambitieuse. Peut-être trop. Peut-être sans doute trop pour son propre bien. Le jeu... avec tout ce qu'on a pu dire, je pense, vous ferez votre propre avis, pourra tenir les années. Merci à vous trois pour cette critique qui, ma foi, fut fort nourrie et fort intéressante. Vous pouvez évidemment réagir sur YouTube, dans les commentaires en dessous, nous suivre donc sur YouTube, retrouver nos différentes critiques, sur Twitch également, retrouver nos streams, sur Twitter pour nous suivre évidemment, et échanger avec nous sur Discord, toujours à propos de Cyberpunk ou de tous les autres paysages de la pop culture, que vous ayez joué au dernier titre de CD Projekt ou non. Merci à vous, je vous souhaite du coup de très belles fêtes de fin d'année,
année. On se donne rendez-vous l'année prochaine, en 2021, pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Salut. Des gros bisous plus. tout le monde, prenez soin de vous et bonne fête.